Bonjour Violette Spilbou, merci d'être avec nous. Bonjour Paul Vannier, vous êtes tous les deux co-rapporteurs de cette commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire. Violette Spilbou, vous êtes députée Ensemble pour la République du Nord. Paul Vannier, député LFI du Val d'Oise. On va commencer avec évidemment les recommandations de ce rapport. Parmi ces recommandations, il y a le fait de lancer une mission transpartisane chargée d'un travail de réflexion, je cite, et d'élaboration de propositions sur l'opportunité de rendre imprescriptibles certaines infractions commises sur les mineurs et de prolonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation. On se pose un peu la question, encore une mission, peut-être encore un rapport, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'aller un petit peu plus vite ? Nous aurions pu le faire, Violette Spilbou et moi, peut-être affirmer une position personnelle, une position qui, de mon point de vue d'ailleurs, a changé. J'ai été percuté par les victimes que j'ai rencontrées, j'ai revu ma façon de concevoir ces enjeux, mais nous n'aurions peut-être pas été aussi efficaces, aussi robustes que nous cherchons à l'être en proposant cette mission. Ça n'est pas une mission de plus, c'est une mission à l'Assemblée nationale pour tout de suite venir mettre sur la table des éléments, des arguments avec des juristes. Et parce que nous le savons, tous les groupes parlementaires, et chaque député, je crois, est traversé, change d'opinion, d'avis sur cette question qui est une question très importante, délicate, parce qu'il faut permettre à ce que des victimes soient reconnues, qu'elles puissent aller en justice. Et puis il y a aussi des risques de surenchère pénale, il faut le regarder pour ce que c'est. Donc tout cela mérite un débat et des moyens pour agir rapidement. Et notre volonté, en tout cas, elle est affichée, c'est d'aller vite vers une évolution du cadre législatif autour de ces enjeux associés à la prescription. Antoine Comte, la prescription, c'est un sujet majeur, évidemment, mais c'est un sujet qui est très difficile à faire voter. Politiquement, ça a déjà été le cas et c'est pas passé. Voilà, les questions pour tous les deux. On sait qu'on a une Assemblée nationale totalement divisée, déchirée aujourd'hui, pas de majorité pour le gouvernement en place. Comment vous comptez faire passer un texte de loi, que ça soit d'ailleurs une proposition de loi ou peut-être un projet de loi du gouvernement, pourquoi pas, dans ces conditions-là, sachant que par exemple Aurore Bergé, qui est ministre, a porté un texte, pas équivalent, mais en tout cas qui était sur les questions de prescription, et elle a été retoquée du côté du Sénat, par exemple. Justement, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas mis simplement ce que nous pensions sur l'allongement des délais de prescription, mais nous voulons cette mission parce qu'il y a un potentiel dans les différents groupes de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé d'Aurore Bergé. Au Sénat, d'ailleurs, il y a Xavier Iacovelli qui porte ce sujet sur les violences sur mineurs. Il y a maintenant nous deux, avec cette évolution de la France Insoumise qui est prête à réfléchir et à travailler sur ce sujet, qui pourra emmener peut-être d'autres collègues, d'autres partis. Et puis Virginie Duby-Buller, qui est dans notre commission députée Les Républicains, m'a exprimé sa satisfaction de voir mis le sujet au-dessus de la pile parce qu'elle a elle-même déposé une proposition de loi. Transpartisan, c'est ce que bien vous dites, sûr, c'est la condition pour la proposition de loi que nous voulons préparer pour la rentrée et c'est la condition aussi pour que ce sujet de la prescription puisse être travaillé sérieusement. Autre préconisation, créer un fonds d'indemnisation et d'accompagnement. Sous quelle forme et financé par qui ? L'État ? L'Église, qui va financer ce fonds d'indemnisation ? Un fonds d'État, c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, c'est une exigence républicaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a mis en place des fonds d'indemnisation pour certaines victimes. Et beaucoup d'entre elles peinent à se tourner vers une institution dont ils considèrent qu'elle est largement responsable des crimes dont ils ont été les victimes. Et donc, nous voulons permettre à ce que chacune puisse être d'abord reconnue par l'État officiellement comme victime et accéder à un fonds d'indemnisation qui doit notamment prendre en charge ces conséquences dramatiques qui accompagnent des vies entières sur le plan de la santé, sur le plan de la santé mentale aussi, avec des soins psychologiques qui coûtent cher et un enjeu donc à garantir la possibilité pour les victimes d'être accompagnées tout au long de leur vie. Au-delà de cette réparation financière, il faut que l'État assume cette responsabilité. Il faut un discours des responsables publics pour reconnaître une défaillance et des conséquences dramatiques. Cette dimension symbolique, elle compte, elle est importante et elle pourrait se traduire aussi par des plaques, par exemple, commémoratives à poser à la porte sur les façades d'établissements dans lesquels des crimes si graves, si longtemps ont été perpétrés. Lise Vogel, vous êtes reporter à France Info. Vous avez suivi cette affaire Betaram. Vous êtes l'auteur d'un documentaire, Les fantômes de Betaram. Comment réagissent les victimes à ce rapport et à ces préconisations et celles qu'on vient d'évoquer, notamment ce fonds d'indemnisation ? Les victimes avec lesquelles j'ai pu discuter depuis ce matin, elles saluent dans leur ensemble un travail qui a été bien mené selon elles et un point d'étape qui est important. Certaines
regrettent même parfois que ça n'aille pas assez loin. J'échangeais par exemple à l'instant avec Constance Bertrand de l'institution Saint-Dominique de Neuilly qui me disait que sur la question de la prescription, justement, elle aurait aimé que ça ne soit pas seulement les violences sexuelles qui figurent dans vos préconisations, mais que ça prenne en compte toutes les violences, parce que la souffrance des enfants qui ont été abusés dans le cadre de leur vie scolaire, eh bien, elle est la même finalement que l'on parle de violences sexuelles ou de violences physiques. Cette question de la prescription que vous avez largement mis en avant, elle est vraiment également très souvent, même en permanence, abordée par les victimes. C'est peut-être le point le plus sensible, parce que toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu discuter concernant cette affaire, Betaram, mais pas seulement, il y a de nombreux autres établissements malheureusement qui sont concernés par ces violences systémiques. Les victimes, elles le disent toutes, leur douleur, elle est imprescriptible, elle est pour toute la vie, et elles ont besoin de ce point de vue-là, que leur statut soit pris en compte à travers un fonds notamment, mais aussi avec la possibilité que leurs agresseurs puissent répondre de leurs actes devant la justice. Paul Vannier, là on a parlé des recommandations du fond de votre... Une précision, elle est importante parce que c'est sur certaines infractions que nous proposons de faire évoluer cette question de la prescription, et donc aussi sur potentiellement des violences physiques. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de cette mission transpartisane, c'est aussi de discuter de la nature des crimes ou des délits autour desquels ces allongements de délais pourraient être envisagés. C'est justement le terme certain qui a heurté certaines victimes avec lesquelles j'ai discuté, qui disaient mais pourquoi certaines victimes, certaines violences? Après tout, nous sommes tous des victimes, nous avons tous le droit à une forme de réparation. Je crois que c'est ce qu'on a voulu dire, et d'ailleurs on a eu échangé avec Constance Bertrand, avec l'ensemble des victimes hier soir pour leur présenter les recommandations et pour les décrypter, parce qu'elles n'avaient pas le rapport sous les yeux. Et effectivement, d'abord, il y a une chose importante, c'est que les victimes veulent que les violences psychologiques, c'est-à-dire les humiliations, même des humiliations répétées, sont des violences extrêmement graves qui font souffrir toute une vie. Les violences physiques, les violences sexuelles soient prises en compte, et je crois que c'est bien le cas dans l'ensemble du rapport et des recommandations. Et puis la deuxième chose, c'est que ce sujet des plaintes prescrites, qui sont une grande blessure pour tous ceux qui se sentent impuissants, on l'a aussi traité pendant notre commission d'enquête, à travers notamment l'audition de Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui nous a assuré, donner les consignes aux procureurs. Il va falloir que les choses bougent au niveau des procureurs de chaque parquet pour que même une plainte qui pourrait être prescrite soit absolument déposée. Et il s'est engagé à ce qu'il y ait une enquête, une analyse de cette plainte, notamment pour vérifier si le ou les agresseurs sont encore en vie, encore potentiellement au contact de jeunes victimes, et pour faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire auprès d'autres enfants. Donc il y a des avancées. Effectivement, c'est un point d'étape. Vous l'avez bien dit, ce rapport, c'est un point d'étape. Il y a encore beaucoup de travail derrière sur la faisabilité avec l'exécutif et au sein de l'Assemblée nationale. Alors, on parlait des victimes, ce qu'elles attendent, ce qu'elles pensent de ce rapport. Mais il y a aussi certaines victimes qui regrettent que ces derniers mois, que ce soit les questions politiques qui aient pris le pas sur le fond de l'affaire et sur la question des victimes, justement. Je cite Alain Esquer, porte-parole des victimes de Betaram, qui était ce matin chez nos confrères d'RTL, et qui a dit « Réduire le dossier de Betaram à François Bayrou, c'est se tromper. Depuis cette affaire, 80 collectifs de victimes qui se sont constitués en France. » Est-ce que, Paul Vannier, vous entendez cette critique, le fait qu'on ait beaucoup entendu parler de François Bayrou, et peut-être un peu trop par rapport au fond de l'affaire? Alors je l'ai entendu, cette critique. Mais est-ce que vous la comprenez? Non, je ne la comprends pas, parce que François Bayrou est... Nous avons organisé 40 auditions, une avec François Bayrou. Alors justement, et dans ce rapport de 335 personnes interrogées. Et c'est vrai qu'on a visiblement, 140 personnes interrogées, et on a beaucoup parlé de l'audition de François Bayrou. Est-ce que c'est pas un peu dommage? 328 pages et peut-être 3 ou 4 consacrées à l'actuel Premier ministre. Je crois que c'est François Bayrou qui a créé cette focalisation, cette attention autour de lui, en choisissant de façon stupéfiante de répondre par le mensonge aux questions qui lui étaient posées, notamment à celles que je lui ai adressées le 11 février dernier, puis en s'enferrant dans des versions contradictoires qui ont créé une attention très grande. Et elle me paraît absolument légitime, eu égard à la question des responsabilités. Parce que les défaillances à Betaram sont très nombreuses, et elles sont locales. Elles sont du côté de la gendarmerie, de la justice, de l'éducation nationale, mais elles sont aussi au sommet de l'État dans ces années 90, et chez François Bayrou, ministre de l'Éducation, qui est informé, qui a les moyens d'agir, qui n'agit pas. Et la conséquence,
elle est dramatique, il faut la regarder en face. Ce sont des générations de vies détruites ensuite. Et puis, il y a la responsabilité de l'actuel Premier ministre qui a choisi de chercher à dissimuler cette connaissance, cette inaction en recourant au mensonge. Et ça, moi, comme rapporteur d'une commission d'enquête, engagé avec des responsabilités comme député, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas constaté. Qu'est-ce que vous en pensez, Violette Spilbout ? Bien, moi, je crois que l'hypermédiatisation autour de l'affaire Betaram, et parce que Betaram mettait en cause l'intégrité, l'engagement d'un Premier ministre aujourd'hui en exercice, cette hypermédiatisation, elle a été bénéfique à l'ensemble des victimes. D'ailleurs, c'est ce que Didier Vincent, qui est responsable du collectif, d'un établissement privé en Bretagne, nous a dit tout à l'heure dans un échange, c'est que beaucoup se disent que ça faisait très longtemps que les journalistes locaux faisaient un travail, qui avait des papiers dans le sud-ouest, dans le nord chez moi, pour le village de Rayonnement, en Bretagne, qui mettaient en cause des agresseurs, des déplacements de professeurs d'une académie à l'autre sans qu'il y ait de réaction, l'inaction de l'État. Et ça ne passait pas le mur du son de la presse régionale. Et pourquoi ? Donc le fait qu'on parle de François Bayrou a permis de médiatiser cette affaire. Évidemment, Betaram, c'est le point de départ. Mais aujourd'hui, dans ce rapport, nous avons une carte de France avec les 80 signalements que nous faisons sur 50 départements. Ce sont 80 établissements aujourd'hui. Ça sera plus demain. Les témoignages continuent d'affluer. Et ce qui montre que cette focalisation liée à la politisation par mon collègue de la France Insoumise, qui certes a des objectifs très différents des miens dans son engagement, est quand même positif pour le travail que nous faisons de la commission d'enquête, a permis que beaucoup de journalistes continuent leur travail et que les témoignages on se pose la question, très importants. Quels sont vos objectifs à l'un et l'autre ? Oui, quels sont vos objectifs ? Paul Vannier, moi j'aimerais savoir quels sont vos objectifs. Est-ce que c'est finalement de défendre ces victimes de violences dans ces établissements, notamment dans ces établissements privés, ou est-ce que c'est de faire de la politique et de faire tomber François Bayrou et le gouvernement ? C'est franchement, aujourd'hui on a travaillé pendant 4 mois, jour et nuit. On a fait 56 heures d'audition, on a consulté 10 000 pages de documents. Si aujourd'hui vous réduisez encore ce travail-là et la portée de ce travail, que je crois considérable, puisque nous appelons, vous me dites quel est mon objectif, c'est le nôtre. La révolution dans les modalités du contrôle et de la prévention des violences pour les faire cesser, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le même objectif il y a 2 minutes. Je crois que cet objectif est entièrement partagé. Je vous pose cette question parce que vous avez posé 2 questions au gouvernement. Aller au fond. Question au gouvernement à François Bayrou, bien sûr, mais moi, en l'accusant de mensonge avant même que cette commission d'enquête ait lieu. Non, mais c'est inexact. Mais moi, j'assume toutes mes responsabilités et d'aller au bout de ma mission, de ma fonction. Je suis élu de la République, je suis représentant du peuple français, je suis député, je suis rapporteur d'une commission d'enquête. J'ai des prérogatives, je les exerce pleinement et jusqu'au bout, et je continuerai à le faire à chaque fois que je considère. Et il peut y avoir des appréciations différentes. Et d'ailleurs, une des forces de cette commission d'enquête, c'est que Violette Spilbout et moi, qui sommes des parlementaires différents, engagés dans des camps très opposés, ces différences ont été utiles à la commission d'enquête. Et vous faites de la politique ou pas à travers cette commission d'enquête ? Évidemment, je suis député, je fais de la politique tous les jours. Donc, et c'est un enjeu politique avec que notre objectif société... de faire tomber le Premier ministre François Bayrou. S'il vous plaît, ne parlez pas à ma place. J'ai appelé à la démission de François Bayrou et je considère qu'il ne peut pas se maintenir à Matignon eu égard aux mensonges qu'il a assumés devant les parlementaires. Je considère qu'un ministre, a fortiori le premier d'entre eux, ne peut pas mentir aux députés qui sont là pour contrôler le rôle de l'exécutif d'enquête. Mais je termine comme rapporteur de cette commission ayant travaillé à ce rapport pendant 4 mois qui... je le redis, 328 pages, 4 sur François Bayrou. C'est vous, depuis 10 minutes, qui ne cessez de m'interroger sur l'actuel Premier ministre. Je suis prêt à répondre à tout ce que contient Vous en avez parlé dans votre conférence de presse. Vous avez dit François Bayrou était au courant. Le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence. Donc vous en avez parlé dans la conférence de presse. Des faits, peut-être faire ce travail d'information, que ce rapport dépasse très largement le cas de François Bayrou. Sa responsabilité est néanmoins accablante. Le cas de Betaram, puisque nous traitons de l'ensemble des établissements scolaires du pays et des 12 millions d'élèves que nous voulons tous, sans exception, protégés. Mais Violette Spilbout, cette question du mensonge, est-ce que vous ne regrettez pas effectivement ce sujet-là, puisque visiblement vous n'êtes pas d'accord, et la présidente de la commission d'enquête a dit le Premier ministre n'a pas menti sous serment. Je ne regrette rien dans le travail que j'ai fait dans cette commission d'enquête. Je ne regrette rien dans le travail que nous avons fait en commun avec Paul Vannier. C'est important de le dire, parce que je crois que tous les deux, dans nos différences, nous avons réussi à travailler en permanence, en confiance, dans la même direction, et avec intégrité pour commettre ce rapport qui, je le rappelle, comprend 50 recommandations qui sont communes et que nous assumons chacun d'entre nous. Ces 50 recommandations, ce ne sont pas des recommandations sur François Bayrou. Il y a une démarche en parallèle de mon collègue Paul Vannier que je n'ai pas souhaité
cautionner. Moi, je me suis exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet, mais cela n'empêche pas l'extrême qualité de l'engagement et du travail que nous avons eu pendant ces 4 mois. Et d'ailleurs, on a commencé par ça. Ne faut pas... Non, mais c'est important. Des préconisations Moi, j'ai eu envie, vous m'avez poussé à avoir envie de défendre Paul Vannier, qui est mon collègue de la France Insoumise, parce que je crois qu'à un moment, il faut qu'on sache analyser ce qu'est effectivement un objectif politique affiché avant même le départ de la commission d'enquête, et en même temps la qualité et la concentration d'un travail qui a été fait, je le rappelle, avec une équipe d'administrateurs de l'Assemblée qui nous ont aidés à écrire ces 350 pages et récolter toutes ces annexes. Il y a juste un point sur lequel je voudrais une précision de votre part. La présidente de cette commission d'enquête parlementaire, présidente socialiste, elle a refusé, elle est la seule. On va l'écouter justement, on va l'écouter Antoine, on écoute. A priori, le Premier ministre est dans un monde qui est différent du nôtre. C'est-à-dire qu'il reste dans un monde où on peut donner des claques aux enfants et il pense que ce sont des claques éducatives. Il reste dans un monde, moi je crois que, en tout cas ça n'est pas le mien, où une lanceuse d'alerte n'est pas entendue, n'est pas la seule adulte de l'établissement Betaram qui a lancé l'alerte, c'est Madame Gulung. Or, il a passé 1 heure à détruire la réputation de Madame Gulung. Donc on est face à un Premier ministre qui n'a pas été convaincant, en tout cas à mon égard, mais qui n'a pas clairement menti à ce moment-là, c'est-à-dire sous serment. Voilà, donc cette présidente socialiste de la commission d'enquête qui ne dit pas du tout la même chose que vous, Monsieur Vannier, puisqu'elle dit, on vient de l'entendre, qu'elle considère que le Premier ministre n'a pas menti sous serment, qu'il n'y a pas parjure. Donc elle ne saisit pas la justice, parce que c'est la seule habilité, je le rappelle pour nos téléspectateurs, à pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, désormais, puisque vous continuez de dire que le Premier ministre a menti? Il y a deux mensonges différents. Et l'un n'entraînerait aucune conséquence sur le plan juridique. C'est le mensonge devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 11 février dernier, lorsque François Bayrou affirme devant les députés « Jamais je n'ai été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle, jamais ». C'est un mensonge. Il l'a d'ailleurs reconnu le 14 mai en audition. Mais ce mensonge, il peut avoir des conséquences politiques. Il n'a pas de conséquences juridiques. En revanche, lorsque François Bayrou, sous serment le 14 mai, a fait l'affirmation suivante, celle consistant à dire lorsqu'il avait évoqué la perspective de porter plainte en diffamation contre le journal Mediapart. Il a fait cette évocation à nouveau ce 11 février. Il affirme le 14 mai l'avoir fait en pensant à un article qui sera publié, pardon, c'est précis, mais le 12 mars 2025. Donc François Bayrou, sous serment, affirme avoir envisagé de porter plainte en diffamation pour un article qui n'avait jamais été publié, jamais rédigé à la date de cette menace. Donc il a menti. Je considère que c'est un faux témoignage. D'ailleurs, la présidente de la commission, pour être précis, dans le courrier qu'elle m'a adressé en réponse, elle considère que la démonstration de François Bayrou à ce moment-là est impossible. Elle a en revanche un désaccord avec moi. Elle pense que ce mensonge n'étant pas au cœur de périmètre d'investigation, qu'elle n'a pas à saisir la justice. Et j'ai là, je l'affirme, un désaccord de fond avec la présidente socialiste de notre commission, car la démonstration que François Bayrou fait en menaçant des journalistes de vouloir porter plainte en diffamation contre eux au moment où ils travaillent sur l'affaire Betaram. L'article de Mediapart qui indiquait que François Bayrou avait financé à hauteur d'1 million de francs l'établissement lorsqu'il était président du Conseil général. Donc qu'allez-vous faire désormais ? Je termine là-dessus, c'est important. En menaçant les journalistes, François Bayrou a fait la démonstration qu'il entretenait aujourd'hui encore ce climat d'omerta que nous affrontons depuis 4 mois. Donc je prends acte que la présidente socialiste de la commission n'a pas souhaité transmettre à la justice. Je vais maintenant, avec mon groupe parlementaire, saisir le bureau de l'Assemblée nationale qui, à partir d'aujourd'hui, est la seule instance à pouvoir le faire. Violette Spilbout, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque, effectivement, on voit la présidente de la commission, on voit l'argumentaire de Paul Vannier et vous qui, visiblement, il y a des divisions au sein de votre trio. C'est pas une division, c'est une liberté de faire ce que l'on croit juste. Pas la même interprétation, effectivement, de votre responsabilité. Moi, ce que je crois dans ce travail sur la commission d'enquête, c'est que on va forcément, on a fait beaucoup de choses, donc on va être beaucoup critiqué, on l'est déjà, et en même temps, on est aussi beaucoup soutenu. Les critiques, ça sera celle de réanimer la guerre scolaire. Je ne le crois pas. Je crois que tout ce qu'on a proposé dans ce rapport est un regard réel, sans concession, sur des violences passées et actuelles, qui amènent à des changements profonds, à une réforme profonde au sein du ministère de l'Éducation nationale. On nous accusera aussi de faire la guerre à François Bayrou, et je vous dirais qu'en réalité, ce rapport, il est là pour amener la paix aux victimes, à des victimes qui, encore aujourd'hui,
souffrent chaque jour de ce qu'elles ont vécu dans ces établissements privés et aussi publics, et pour protéger les enfants demain. Il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est là-dessus que je mets mon énergie. Je crois que nous ne sommes pas là pour rechercher des responsabilités individuelles qui seraient très nombreuses, bien au-delà de celles de François Bayrou. Il faudrait qu'on enquête sur tous les établissements, tous les élus locaux, tous les élus qui n'ont rien fait, qui ont su, qui ont été saisis par des victimes, des lanceurs d'alerte. Et je crois que ce rapport, il démontre avant tout l'inaction et la défaillance de l'État. C'est cela que les victimes souhaitent que l'on porte principalement, et c'est là-dessus que je me concentre. Violette Spilbou, vous êtes membre de ce qu'on appelle le socle commun, bon, qui n'a peut-être plus grand-chose de commun aujourd'hui. Néanmoins, est-ce que ça ne fragilise pas un peu plus François Bayrou et le gouvernement qui est en place? Moi, je crois qu'un socle commun, un bloc central, un groupe d'élus qui a parmi ses rangs une députée qui fait son travail en mode transpartisan avec un député de la France Insoumise qui le fait avec intégrité, détermination, sans céder à quoi que ce soit pour influencer son travail. C'est ce que les Français demandent aux députés de la nation. Les députés de la nation, ils doivent porter la voix du peuple, ils doivent exercer l'une de leurs deux missions. Il y a la fabrique de la loi, mais il y a aussi le contrôle du gouvernement, et je pense que c'est bénéfique, y compris pour la majorité à laquelle j'appartiens. Merci beaucoup Violette Spilbou. Merci Paul